Salut Eric, tu es avec nous? Eric. Ah, je l'entends pas le Eric. Il faut activer le micro. En fait, tu as un logo, il faut que tu appuies sur le micro pour désactiver. Voilà. Voilà, t'as plus qu'à désactiver le micro et c'est bon. Voilà, bienvenue dans le Space Radio Peuple du Rhône pour débriefer le match Strasbourg-Olympique Lyonnais qui s'est soldé hier sur une victoire des Strasbourgeois 4 buts à 2. C'est notamment Santos et Bakwa qui ont marqué les premiers justement pour Strasbourg. Réduction du score à la 62e minute de Corentin Tolisso et Mega qui a mis le but du 3 buts à 1. Et puis on a Amayou également qui a mis un quatrième but qui a fait très très mal à la tête effectivement et Georges Mikotadze qui a réduit le score 4 buts à 2. Donc ce soir on n'est pas nombreux Thomas, il y a les animateurs notamment qui sont en repos, c'est pas grave. L'essentiel c'est on t'accueille toi Eric, supporter strasbourgeois, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation, Olivier. Pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer d'où vient ta passion pour le club de Strasbourg? T'es pas obligé de rentrer dans tout ce qui est personnel, hein. Étant né à Strasbourg et ayant vécu plus de 40 ans à Strasbourg, voilà, Strasbourg c'est le club de mon cœur. Depuis très jeune, j'allais voir les matchs là-bas, donc forcément, t'es une fois dedans, t'es une fois dans la sauce bleue, Racing Club de Strasbourg, tu restes dedans à vie. Ouais. Euh, ok. Les compos qui étaient donnés, c'était Lucas Perry au but, Maitland Nice côté lyonnais, Mata, Kaletachar en défense, Abner, Veretout, Tesman, Noama, Tolisso, Cherki et Mikotadze du côté de l'Olympique lyonnais. Et du Et du côté côté de de... Strasbourg, la composition d'équipe avec Petrovic, Doué, Sarr, Doucouré, Santos, Barco, Morera, Le Maréchal, Nanasi, Bakwa et Emega. Sur la composition d'équipe, je sais pas, Eric, si tu as l'habitude de la suivre, est-ce qu'il y a des joueurs que tu apprécies plus que d'autres? Au niveau de cette équipe, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques belles découvertes. Donc on a Emega qui était déjà là depuis l'année dernière et qui est vraiment en train d'éclater cette saison. On a Santos, la perle brésilienne prêtée par Chelsea. Et la dernière arrivée, chez Barco donc, qui est là depuis cet hiver, mercato d'hiver, donc un Argentin d'un temps. Franchement, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes. Je pense que tu es au courant de l'équipe la plus jeune au niveau européen des 5 meilleurs championnats, donc 22 ans d'âge. Mais effectivement, on voit que c'est une équipe qui en veut, ils sont solidaires. Voilà, donc c'est vraiment une équipe qui est soudée, ils travaillent les uns pour les autres. Donc je pense que c'est ce qui fait un petit peu voilà, ce qu'ils sont actuellement. Ouais. Bienvenue à toi, Grégory. Bienvenue à toi, journaliste de Ferveur Lyonnaise. Salut les gars. Voilà, toi tu as regardé la rencontre. Quelle est ta première impression sur le match que tu as vu hier? Écoute, comme souvent, impression mitigée. C'est-à-dire qu'une bonne première mi-temps avec des intentions et des occasions. Un peu un manque de réussite, mais bon, voilà. Et puis deuxième mi-temps où malheureusement on n'est pas étonné, où l'équipe a baissé en régime. Strasbourg s'est aussi réveillé. Et puis bah, malheureusement on a fait un petit peu trop d'erreurs. Et puis l'arbitre, on va dire qu'ils ont été chirurgicaux au niveau comment dire, du but. Ah, je Et t'entends un voilà, petit donc peu loin du micro là, Greg. T'étais un petit peu oui, éloigné. c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais bah, je disais qu'ils étaient ils ont été chirurgicaux au niveau du but, quoi. Enfin, hyper réalistes, donc bravo à eux.
mais nous décevant parce qu'on voit qu'on a une équipe qui peut largement, je pense, les battre. Mais le problème, c'est qu'un match de foot, ça se joue sur 90 minutes, plus maintenant 95 avec le temps additionnel. Et, euh, et on en a joué 45, quoi, tout simplement. Ouais, effectivement, comme tu dis, la première mi-temps de Lyon était vraiment très bonne, je trouve. Ils méritaient honnêtement de mener 1 voire 2-0 à la mi-temps. Et effectivement, je pense comme tu dis, effectivement, en début de deuxième mi-temps, c'est vrai que je pense qu'à mon avis, l'entraîneur, Liam Rosenior, a dû, voilà, je pense, pousser sa petite colonne dans les vestiaires. Et effectivement, c'est ce qu'on a constaté dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, qu'effectivement, Strasbourg avait mis le pied sur le ballon. Ils ont vraiment poussé au maximum à ce moment-là. Et je pense que, comme tu dis, effectivement, Lyon s'attendait peut-être pas autant à voir une équipe strasbourgeoise rentrer tellement à fond dans cette deuxième mi-temps. Ouais. Moi personnellement, sur la prestation collective des Lyonnais, notamment, la première période pour moi a été maîtrisée. L'OL a manqué de finition sur cette première période. C'est ce qui manquait, un peu plus de précision dans la dernière passe et cadrer ses frappes et les marquer surtout. Parce qu'on a eu quelques occasions. Les Strasbourgeois ont eu du mal à rentrer dans la rencontre parce qu'ils ont rencontré une bonne équipe de l'Olympique lyonnais qui pressait très haut justement qui les empêchait de remonter. Il y a eu deux, trois situations en première mi-temps du côté de Strasbourg, mais c'était voilà, plutôt sans danger. Et effectivement, à la mi-temps, il y a eu ce discours certainement de Rosseignor, certaines rectifications, le fait qu'ils étaient placés plus haut sur les terrains en deuxième période qui a permis aux Strasbourgeois de se créer plus d'occasions et notamment des coups francs assez hauts qui a également mené à un but. Et d'ailleurs, on a vu aussi un très très beau coup franc de Nanasi, hein. Il était vachement bien tiré, il était très puissant. Et Lucas Perry, il a réalisé une magnifique parade là-dessus. Alors, Lucas Perry, pour moi, a réalisé un match en deux temps, on va dire, parce qu'en fait, jusqu'au but encaissé, c'était très très bon. Et finalement, il a encaissé ces buts-là où par moment il hésite à sortir, il y a trop d'hésitation sur des duels. Il y a certains buts qu'il peut éviter, sauf le but sur le corner sur la tête qui est surpuissante parce que le joueur est lancé dans la surface de réparation. Donc voilà, je voulais pas voir spécifiquement le individuel, mais voilà, collectivement l'Olympique lyonnais a coulé en deuxième période. On n'était plus là, on n'arrivait plus à mettre la pression sur l'adversaire. Il y a une maîtrise de Strasbourg. On sait que Rosseignor travaille depuis le début de la saison avec son équipe pour créer du jeu, une émulation. Et on voit que ça prend bien, alors que Paulo Fonseca, il a eu 2 mois de travail et on voit qu'il y a un petit peu de retard entre les deux équipes tactiquement. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment le justifier? Parce qu'on a aussi des joueurs de qualité. Il y a eu également la trêve hein, aussi qui a fatigué les joueurs. On a plus d'internationaux, je pense, du côté lyonnais que strasbourgeois, si je me trompe pas. Je sais pas si Grégory va me contredire là-dessus. Si on avait plus d'internationaux Ouais. qu'eux, Thomas saura mieux que moi, je pense, mais oui, à mon avis, oui, parce que eux, ils ont des. Alors, eux, ils ont peut-être eu pas mal de joueurs qui sont allés chez les espoirs, tout ça, mais je C'est pense plus que de dans l'espoir, l'ensemble, effectivement. Emega, je crois pas qu'il a été sélectionné avec les Pays-Bas. Donc, non, non, dans l'ensemble, oui, on a plus d'internationaux qu'eux, mais après, c'est normal, on a un plus gros Mm. but, enfin, plus gros budget, ça se décide parce qu'ils bon, ils sont chez Bluco de ça, mais on a une équipe entre guillemets avec un plus gros passif. On a des objectifs beaucoup plus élevés qu'eux à la base, et puis on a quand même des joueurs aussi. Et puis on a aussi beaucoup d'internationaux africains, nous, hein, faut pas l'oublier. Hein. Mais je C'est crois pas qu'il y avait seulement que je des crois qu'il y avait internationaux. 4 joueurs. Je crois qu'il y avait 4 joueurs chez vous qui étaient effectivement en sélection ces derniers jours. Bah, même plus, il y en avait au moins 5, 6 avec Omari, euh, 7 avec Mikotadze, Ouais, on avait Mata. récemment. Ouais, mais je les ai comptés, c'est pour ça. Ok. Donc, Perry, Mata, Niakate 3, Taliafico 4, Tesman 5, Mikotadze 6, 7 avec Almada, 8 avec Omari, même s'il joue jamais. Et puis Cherki, bon, il est revenu. Bon, il y a Fofana qui est revenu et il y a Cherki qui a disputé un seul match avec les Espoirs. Donc à peu près 8-9 quoi. Ouais. Voilà, donc forcément ils sont revenus, ils ont pas fait de terrain, ils ont fait plus de la vidéo, donc forcément au niveau de l'intensité, forcément tu prends un coup.
Et je pense que c'est ce qui s'est un petit peu passé. Effectivement, c'est que Strasbourg a encaissé la volée, on va dire, lyonnaise en première mi-temps. Où effectivement, là j'ai vu qu'effectivement Lyon, ils avaient quand même 11 tirs cadrés sur le match. Voilà, Oui. ce qui est énorme. Et en deuxième mi-temps, effectivement, t'as la fougue et la jeunesse strasbourgeoise qui a pris le dessus parce qu'effectivement, on voyait que c'était des erreurs défensives bêtes. Voilà, moi j'ai vu le but de Bakwa. Effectivement, pour moi, c'est limite le premier. Ouais. Voilà, il a fait deux, trois dribbles constants et c'est passé. Donc je Bah, pense que surtout il y a trois joueurs qui font pas leur job. Il y a Abner qui est beaucoup trop laxiste. Il y a c'est Tesman ça. qui se fait passer, enfin il se fait même pas passer. Il se fait juste devancer, voilà. Et Tolisso, bon après Tolisso c'est peut-être pas Tolisso, Verretou, je sais plus, qui peut mieux l'attaquer quoi. Mais sur le Mm. but, en tout cas, oui, c'est un peu trop facile. Après Et moi je puis, suis pas d'accord pour dire genre l'excuse physique parce que j'ai vu Julien Huette, journaliste de Radio Scoop, qui avait dit oui, c'est vrai que c'est pas une excuse, mais l'OL a eu beaucoup d'internationaux. Moi, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, l'OL, on le sait, en première mi-temps, on a marché sur Strasbourg, mais on n'a pas marqué. Alors certes, Nico Tadze fait une transversale, mais de toute façon, l'OL, c'est ça le football. Et le football de haut niveau, c'est soit tu tues ton adversaire, soit il te tue. Et on savait qu'avec Strasbourg, qui est une équipe qui fait le jeu, qu'à la maison ou à l'extérieur, hein, regarde, premier match aller, on gagne 4-3 sur un doublé de Orban d'ailleurs, j'étais au stade. Un match incroyable, et là ça fait 4-2. Donc tu sais que Strasbourg attaque. Ils savent pas bien défendre, ou ils défendent pas trop mal, mais c'est pas, même s'ils ont une bonne défense, avec le gardien, mais tu sais que ça va attaquer. Donc au bout d'un moment, c'est à toi de mettre plus de buts que l'adversaire. Puis on a quand même des autres joueurs. Je veux dire, Emeka, il est gentil, c'est un jeune joueur, mais je pense que Cherki, Miko Tadze, Nouama, c'est quand même plus qualitatif. Ah, mais là, je suis d'accord avec toi. J'ai beau être supporter de Strasbourg, ce que tu dis, tu as tout à fait, voilà, t'as tout à fait raison. Et après, effectivement, le gros défaut de Strasbourg en début de saison, c'était la gestion des temps faibles. C'est un peu ce qui s'est passé au match aller à Lyon, où Strasbourg, de mémoire, menait 3-1. C'est oui. ça. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait de jouer. Alors désolé, à 3-1, tu mets le bus. Et là, voilà, Strasbourg continue de jouer. Et c'est clair que maintenant, depuis décembre, tout ce qui est gestion des temps faibles, je trouve que Strasbourg le mérite, le gère beaucoup mieux. Et la preuve, depuis décembre, ils en sont à quoi? À 3 victoires, 10 victoires, pardon, 3 nuls, une défaite. Donc Mm. voilà, je trouve que l'entraîneur fait beaucoup là-dedans. C'est une équipe qui est réceptive. Mais après, effectivement, comme tu dis, le potentiel, tu l'as côté lyonnais. Moi, j'ai beaucoup apprécié hier le match de Nico Tadze. Voilà, il était très, très aimant. Il y a eu beaucoup de malchance de son côté. Mais voilà, je pense que maintenant, vous allez retrouver le Nico Tadze qu'on a pu connaître à Metz. Et j'espère pour lui, effectivement, que ça va continuer dans ce sens. Mm. Et moi, j'aimerais remettre justement les lacunes défensives de l'Olympique lyonnais en avant parce que c'est des buts vraiment dans la construction qui sont assez simples, assez directs pour Strasbourg. On n'a pas été assez costaud. On sait que Paulo Fonseca, il me semble, est réputé quand même d'avoir un peu plus de discipline défensivement, en tout cas, que sous Pierre Sage. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas du tout. On a été un vrai gruyère. Sur une ou deux passes directes, à chaque fois on se fait trouer. On voit aussi sur la situation de la surface de réparation, on défend très mal. C'est vraiment pas bon du tout de voir la défense de l'OL à ce niveau-là. Je pense que ça a joué. Ça a joué aussi. Et ce qui a joué, c'est qu'on n'a pas mis la même intensité en deuxième période qu'en première période. Ça aussi. Donc oui, l'OL effectivement est présent une mi-temps sur deux, comme à chaque fois lors du match, mais généralement c'est plutôt la première mi-temps que l'OL manque, et c'est l'OL est meilleur dans les 30 dernières minutes. Et là, bien au contraire, la première mi-temps on a mis beaucoup d'intensité, on a mis tous les ingrédients qu'il fallait, et c'est l'inverse. À la deuxième mi-temps, on n'a pas été bon. Alors certains pourront dire oui, ça joue effectivement que Paulo Fonseca est en tribune, que ça peut influer effectivement sur le discours au vestiaire. Ça peut avoir un rôle. Est-ce que vous pensez justement qu'un entraîneur qui est 9 mois en tribune, c'est préjudiciable? Pardon. Moi,
moi je pense que ça peut avoir un impact, un gros impact. Pour en revenir à Strasbourg, effectivement, Liam Rosenior était dans les vestiaires hier à la mi-temps. Il a secoué ses joueurs. Donc je pense qu'effectivement, si Francesca avait été là, je pense qu'il aurait eu un autre discours. Le fait effectivement d'être en tribune, t'as beau avoir un entraîneur adjoint, c'est pas la même communication qui peut passer entre l'entraîneur et les joueurs. Donc oui, effectivement, pour moi, ça a un impact. Ouais. Et puis il y a eu les semaines de trêve, donc ça a permis à l'OL de pouvoir travailler, également bon, Strasbourg aussi, hein. On était quand même sur une série de 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et les Strasbourgeois, eux, avaient remporté 5 de leurs 6 derniers matchs. Donc c'était une rencontre qui était très attendue. Et le spectacle était au rendez-vous, hein, surtout du côté du Strasbourg. Dans tous les cas, nous, on a été punis, c'est surtout au niveau de l'efficacité. On avait également les joueurs internationaux qui étaient sur le banc, qui sont très importants. Peut-être que Eric n'a pas l'habitude de voir l'Olympique lyonnais jouer, mais Nicolas Tagliafico et Thiago Almada étaient sur le banc. Nicolas Tagliafico, c'est un peu le guerrier de l'OL, c'est lui qui met surtout la rage sur le terrain. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de vices. C'est très important d'avoir des joueurs un peu vicieux comme ça sur le terrain qui savent provoquer l'adversaire, le sortir du match et puis être présent dans l'impact. On a Thiago Almada, c'est un petit peu aussi le numéro 10, hein, qui est capable de faire les bonnes passes au bon moment, de lancer des joueurs, capable aussi de marquer. Très très bon, mais bon, il a aussi un profil similaire à celui de Ryan Cherki aujourd'hui. Il est sur le banc, c'est parce qu'il avait. Hier, il était sur le banc, c'est parce qu'il avait joué l'intégralité. Il me semble en tout cas, ou la majorité du match avec l'Argentine, tout comme Nicolas Tagliafico. Il y avait Matic qui était sur le banc également, et Alexandre Lacazette. Alors, préféré Georges Mikotadze à Alexandre Lacazette, je pense que c'était surtout par rapport à l'état de forme aussi de Georges Mikotadze. Vu qu'il marque avec le club et qu'il marque également en sélection, il voulait continuer sur la lancée en le récompensant. Et Alexandre Lacazette, voilà, c'est beaucoup d'expérience. Et ça aurait pu servir sur ce type de match, mais je pense qu'on est beaucoup à réclamer la titularisation du Géorgien à la place d'Alexandre Lacazette sur certains matchs. Aujourd'hui, ça n'a pas été D'ailleurs, payant. Malgré tout, il a fait une bonne performance. Correct. Olivier, il y a un truc qui était. Je trouve, moi, c'est un symbole. C'est que, regarde, la casette est sur le terrain dans les dernières minutes. Ouais, Et regarde qui tire le penalty. c'est Georges Mikotadze. Ouais. C'est Nico, Donc, c'est Nico. voilà, ok, bon, peut-être que c'était sur la faute sur lui, tout ça, ok, mais. Non, c'est sur Tagliafico en plus, pardon, je me suis trompé. Mais regarde, c'est peut-être un symbole comme quoi que la casette maintenant va avoir un rôle de remplaçant. Je pense que c'est son meilleur rôle, en tout cas pour aider l'équipe. Mais moi, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu que Nico Tadze tirait le penalty, tu vois. Mhm. Moi aussi, et puis il me semble que le dernier penalty tiré par Georges Mikotadze, en tout début de saison, il en avait manqué un. Est-ce qu'il en a marqué un entre-temps? Je crois qu'il met un penalty contre Auxerre au match aller, il me semble. Ouais. Il me semble. Strasbourg, Il met deux ouais. buts et je crois qu'il y a un penalty dedans. Est-ce que tu sais, Eric, pardon, est-ce que tu sais sur l'année 2025, Strasbourg, où se place Strasbourg au niveau du classement si on prend uniquement 2025? Si on prend uniquement de 2025, ils sont deuxième ou troisième. Ouais, deuxième. Voilà, ils sont deuxième ou troisième. On Paris plus loin devant, mais effectivement, si on prend que 2025, ils sont deuxième ou troisième. Voilà, donc Strasbourg est deuxième sur l'année 2025. Moi, ça me rappelle la saison passée de la deuxième partie de saison de l'Olympique lyonnais. Il me semble qu'on était premier sur la phase retour. C'était assez extraordinaire. Et puis là, Strasbourg, vraiment, on ne pensait pas. Ils ont des jeunes joueurs, ils ont une jeune équipe. On ne pensait pas qu'ils pouvaient un peu titiller ces équipes pour jouer, pourquoi pas, la Ligue des Champions. Ah, il y a Juju qui vient d'arriver, je vais l'inviter. Là, Strasbourg passe devant l'Olympique lyonnais, cinquième, il me semble. C'était l'enjeu de ce match. C'était soit l'OL prenait 5 points d'avance, soit Strasbourg repasse devant l'Olympique lyonnais. Et c'est très important pour la suite de la saison. Est-ce que tu penses, Eric, que Strasbourg peut continuer sur cette lancée et toucher une place qualificative pour la Ligue des Champions en fin de saison? Après Ligue des Champions, je veux pas non plus voir trop loin. Après, je pense que maintenant, ils sont dans une dynamique positive.
Donc je pense qu'ils vont continuer à se battre. Je pense, comme je t'ai dit avant, effectivement, c'est une équipe qui est quand même très, très solidaire. Ils attaquent tous en même temps, ils défendent tous en même temps. Donc moi, voilà, vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué le Nord, Ligue des Champions, ça serait présomptueux de dire ça. Mais effectivement, je pense qu'ils peuvent arracher peut-être une place européenne. Ouais. Et je pense qu'ils doivent continuer effectivement de progresser, de proposer le jeu qu'ils proposent. Je pense qu'ils sont ils vont dans le bon sens. Mais après, voilà, je pense qu'il y a plein de supporters strasbourgeois qui se disent c'est bon, fin d'année, c'est Ligue des Champions. Voilà, il faut dire que c'est une équipe jeune. Ils ont encore beaucoup à prendre. Tu fais un ou deux mauvais matchs, deux défaites d'affilée, tu peux te prendre une claque. Donc je pense que voilà, faut être raisonnable, attendre de voir, prendre ce que tu veux prendre. Hmm. Mais je pense que quoi qu'il arrive, la saison de Strasbourg, elle est réussie. Et mine de rien, l'OM a perdu, Marseille a perdu et vous êtes à 2 points de l'OM. Ouais, Euh, c'est ce que j'ai vu. Marseille a perdu 3 cet après-midi Ouais. ouais. contre Reims. Donc oui, effectivement, j'ai vu le classement, on n'est pas loin. Après, ça peut aller, ouais, ça peut, comme dit, ça peut aller très vite. Hmm. Donc pour l'instant, c'est vraiment prendre match après match, prendre ce qu'il y a à prendre. Et après, oui, c'est effectivement, on peut à la deuxième, troisième dernière journée, effectivement, on est encore collé effectivement au trio de tête. Pourquoi pas? Mais Est-ce voilà, que c'est tu pour as un l'instant. souvenir, ouais, de Strasbourg en Coupe d'Europe? Ton dernier souvenir? Écoute, moi, mon plus gros souvenir, c'était, j'ai plus l'année exacte, mais c'était fin des années 90, où il y avait des matchs contre Glasgow Rangers, Liverpool. Donc Strasbourg avait, de mémoire, avait sorti les Glasgow Rangers, avait sorti Liverpool et avait perdu contre l'Inter en quart de finale, si je dis pas de bêtises. Strasbourg avait gagné 2-0 à domicile et avait perdu 3-0 à l'Inter. Ah oui. Voilà, donc là, ils avaient fait une très bonne. Après, effectivement, voilà, à ce moment-là, ils avaient une grosse équipe avec Le Boeuf, il y avait Sauzé qui jouait chez nous, il y avait Martin Djetou, il y avait Alexander Wenzel, très bon gardien qu'on avait. Il y avait Marc Keller, l'actuel président du Racing, effectivement, qui était également là. Donc je sais qu'à cette époque-là, on avait vraiment une très très bonne équipe. Donc moi, effectivement, les plus gros souvenirs que j'ai concernant Strasbourg, effectivement, c'est fin des années 90, où j'avais la vingtaine, où j'allais voir quasiment tous les matchs. Donc Hmm. Greg, toi qui suis pas mal la Ligue 1, est-ce que tu penses que le Racing justement a ses chances de toucher une place en Ligue des Champions? Comment tu les vois finir en fin de saison? Bah écoute, moi je vais répondre à cette question et je vais poser une question à notre ami. Ouais. Parce que, bah écoute, moi je pense que Strasbourg est un peu le Brest de l'an dernier, c'est-à-dire l'équipe surprise. on est d'accord. Ligue des Champions, sincèrement, je pense pas, parce qu'à mon avis, je vois pas Monaco. Bon, l'OM est pas bien, mais bon, quand même, ils ont quand même des joueurs de qualité. Je vois pas T'as Monaco, Nice. l'OM. T'as Nice Et aussi qui est même pas mal. le LOSC Kounou, tu vois. Même le LOSC Kounou, Nice, je les vois un peu en dessous. Mais bon, je vois pas entre guillemets ces 5 équipes passer à côté, quoi. Voilà. Maintenant, pourquoi pas Ligue Europa Conférence. J'avais entendu que ça c'était drôle. Qu'entre guillemets, c'était si Strasbourg était en Ligue Europa Conférence, il serait très content. Parce qu'il y a beaucoup de clubs français qui font la tête quand ils vont dans cette compétition et qui ont du mal. Et là, ce serait bien en tout cas s'il peut y aller pour représenter la France de manière digne. Donc On est on verra. d'accord. Après, ça va dépendre des blessés. Si par exemple, tu as André Santos qui se blesse ou Emega qui se blesse sur le prochain match, c'est toujours pareil, tu vois. Je connais Hmm. pas leur calendrier. Je sais qu'il y a le PSG à un moment qui vient chez eux. Ouais. Mais en tout cas, pourquoi pas, hein. Je De me, toute façon, voilà. Et ouais. plus, ils ont l'ambition. Je me Bon, ils ont projette les un petit peu, mais est-ce que si Strasbourg arrive à toucher une place pour la Ligue des Champions, il y a moyen que Bluco investisse plus sur une équipe digne de la Ligue des Champions? Écoute, je pense. Après, moi, la crainte que j'ai, c'est qu'on perde pas mal de joueurs. Oui. Voilà, parce que t'as Emega qui risque d'être sollicité, t'as Santos qui, à mon avis, va repartir. Voilà, vu qu'il est que prêté actuellement par Chelsea, il va repartir sur Chelsea. Voilà, Hmm. t'as Petrovic, le gardien, je sais pas, effectivement, vu la saison qu'il fait, à mon avis, je pense que Chelsea voudra peut-être le récupérer. T'as Bakwa, franchement, Bakwa, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette saison. Donc lui, à mon avis aussi, il risque d'être sollicité.
Donc moi j'ai peur effectivement d'Anassi également qui est très bon. Voilà, on a quand même pas mal de joueurs qui sont jeunes, qui ont un gros potentiel. Et moi c'est un petit peu ma crainte de voir effectivement en fin de saison voir beaucoup de joueurs partir. Idem pour l'entraîneur Liam. Liam effectivement qui vient de nulle part. Le mec il était adjoint à Brighton, à l'Erling County, il était entraîneur à Hull City. C'est pas des gros clubs anglais. Hmm. Voilà, donc moi ma crainte c'est de voir effectivement l'entraîneur partir. Après je pense que l'entraîneur, si effectivement Strasbourg arrive à gratter une place européenne, je pense qu'il restera. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de joueurs, à mon avis, qui vont. Voilà, comme Doué, effectivement, le frère du Parisien, lui aussi, effectivement, il fait une très bonne saison. Donc là maintenant, effectivement, tu auras la balance entre, effectivement, tu fais une Coupe d'Europe à Strasbourg, mais tu as des joueurs qui sont jeunes, qui ont fait une très bonne saison et qui risquent d'être sollicités. Donc voilà, ça risque d'être assez. L'intersaison risque d'être assez délicate pour Strasbourg. Ouais. Sur les performances individuelles, je vais commencer en parlant de l'Olympique Lyonnais. Lucas Perry, voilà, pour moi, c'est pas non plus un match exceptionnel parce qu'il y a certaines situations où peut-être il peut être un peu mieux placé, aller chercher quelque chose de mieux, surtout avec son envergure. Mais malgré tout, il a réalisé de belles parades aussi dans ce match et la première mi-temps, il est là pour assurer la défense. Moi, je pense Maitland qu'il a Nice, été un peu. Excuse-moi, Olivier, je pense qu'il a été aussi un petit peu abandonné par moment par sa défense. ouais, bah oui, c'est ce que j'avais dit, ouais, que la défense est un peu un gruyère sur ce Ouais. match-là. Donc il y a eu beaucoup de face-à-face, effectivement, face à Lucas Perry. Maitland Nice, je sais pas, je crois que ça a été plutôt correct. Je sais pas si Greg il est d'accord avec moi là-dessus, sur Mata. Mais Sur pour moi, Maitland Nice. pour moi, j'ai mis toute l'arrière-garde défensive dans mes flops pour l'ensemble du match. Parce que Maitland Niles, premier mi-temps, il est un Anassi, on le voit très peu, alors que c'est un de leurs meilleurs joueurs, même s'il est un peu moins en vue en ce moment. Donc s'il n'y est pas pour rien, par contre, bah, derrière les deux buts, bah, moi les deux derniers buts, ils viennent de son côté. Je trouve que c'est encore un peu limite. Après, il est pas, c'est pas le Maitland Niles qu'on connaît. Il a un peu de mal, il revient. Là, il remplaçait Koumbedi qui était suspendu. Donc pour moi, il fait un match. Mais bon, toute l'arrière-garde fait pas un bon match parce que quand Ouais. tu prends Kadian, Mata, Niakate, Abner. Alors Abner, moi j'ai trouvé qu'il faisait partie du joueur le plus mauvais de cette équipe sur ce ouais, match-là. ouais, mais Abner, faut pas oublier que c'est un joueur, moi j'ai un peu plus, mais faut pas oublier que c'est un joueur dont le Betis Séville était ultra content sans s'en séparer, tu vois. Ouais, et Et les supporters aussi, il bien est logiquement. international, ok, mais parce qu'il y a personne, parce qu'il y a un vrai trou générationnel au poste d'arrière gauche au Brésil. Donc il est international et là il n'a même pas été appelé sur cette trêve. Donc moi Abner en remplaçant Taliafico, ça me va parfaitement. Par contre, c'est vrai qu'en titulaire contre une équipe qui te bouge, et Bakwa notre ami nous disait qu'il a fait un super match, que en plus c'est un des meilleurs passeurs du championnat, Bakwa. Et bah voilà, on a vu face à Abner que ça n'a pas fait un pli tout simplement. Ouais. Le milieu de terrain, Veretout, Tesman et Tolisso. Alors, Veretout, il fait une bonne première période, mais pas une bonne seconde période, d'après moi. Tanner Tesman, lui d'ailleurs, qui a été suspendu, hein. Suspendu, pardon, il est en sursis. En cas de nouveau carton jaune, il pourrait être suspendu également. Lui qui a pris un carton jaune dans ce match. Tanner Tesman, je l'ai trouvé aussi un peu trop lent, pas réactif notamment sur des situations où les adversaires ont pu facilement le passer, le dribbler, avec beaucoup de facilité, hein. J'ai été vraiment déçu. Corentin Tolisso, alors je trouve que ça a été sur son match-là, mais bon, vu que ils n'ont pas réussi à remettre la même intensité en seconde période, Corentin Tolisso qui portait le brassard de capitaine a forcément aussi son pourcentage de responsabilité sur le milieu de terrain. Cherki Mikotadze. Alors, Cherki Mikotadze Noama en attaque. Donc, Mikotadze, voilà, pour moi, c'est un match correct. Ryan Cherki, il a cherché à jouer beaucoup aussi collectivement, hein. Il n'a pas trop gardé le ballon. Il l'a lâché assez vite. Il était plein de bonnes intentions. Mais souvent, il y a eu des bonnes anticipations de l'adversaire qui a fait que ça a été plus compliqué. Il y a eu un but qui a été marqué par l'OL sur une frappe de lui, il me semble, dans la surface de réparation. Et c'est Corentin Tolisso qui a suivi de la tête pour la déposer au fond du filet.
Et Ernest Noama, il me semble que j'ai pas aimé son match. Il avait beaucoup un jeu prévisible en fait. On pouvait lire un peu ce qu'il allait faire, souvent entrer à l'intérieur et enrouler des frappes. Après, lui au moins a tenté parce que c'est ce qui manquait sur ce match, ou en tout cas mettre le ballon au fond des filets. Mais Ernest Noama, sur ce match-là, il était un peu pas au niveau des derniers matchs, on va dire. Tu penses quoi, justement, individuellement, toi Ah, il est plus là? Si, si, Ah, je il suis a- là, je vous non, écoute. il a une déconnexion, je parlais de Greg, Ouais, pardon. de ferveur lyonnaise. Du coup, Eric, toi, individuellement, les Lyonnais, est-ce qu'il y en a qui sont sortis du lot? Tu m'as parlé Georges Mikotadze. Bah, Nekotadze, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il méritait effectivement Verretou qui a fait 10 bonnes premières minutes. Voilà, c'est vrai que la première minute, sa frappe où Petro était un peu avancé, elle méritait mieux, mais bel arrêt du gardien. Donc c'est vrai que pour moi, il a fait un bon premier quart d'heure. Mikotadze, je pense qu'il s'est bien battu, il a essayé, il était bon sur ses dribbles, il était pas mal. Mhm. Voilà, mais après, effectivement, comme dit, Cherki aussi, par moment, j'ai apprécié, parce qu'effectivement, au niveau de la récup, tu voyais qu'il avait envie, qu'il se battait. Et au Mais voilà, niveau de... Ouais. c'est plus les joueurs que je retiens. Et du côté de Désolé, Strasbourg, c'est j'ai vrai un que... petit problème de connexion. Ah, t'es revenu, Greg. Ouais, problème de connexion, Petite désolé. déco. On parlait justement des performances individuelles de l'Olympique lyonnais. Toi, est-ce qu'il y en a qui sont sortis du lot ou que t'as pas du tout aimé côté OL? Écoute, sorti du lot, non. Moi, j'ai trouvé quand même bon. Alors, il a pris 4 buts. Mais je l'ai trouvé quand même toujours aussi bon, Perry, sur sa ligne. Voilà, parce qu'il fait des grosses parades. Certes, il encaisse des buts. Bon, il peut pas faire grand-chose. Mais il fait des grosses parades aussi. Sorti du lot, non. Mikotadze, je suis content parce que pour moi, il a fait quand même un bon match. Alors, bon, il peut faire un mieux peut-être pour un mi-temps, tout ça. Mais pour le reste, il n'est pas sorti du lot plus que ça. Mais il fait un bon match. J'ai trouvé que Cherki. Moi, j'ai trouvé que Cherki a fait un bon match, sincèrement. Alors, moins en deuxième temps, mais ils ont tous fait moins bon match en deuxième mi-temps. Mais Mhm. pour moi, Cherki, c'est celui qui fait les différences. Le but de Tolisso, il vient sur une de ses frappes. Petrovic, Ah bah c'est il s'en exactement ce que j'ai dit tout à l'heure quand t'as été déco, donc t'es voilà. bien, t'as le même avis que moi sur Cherki. Voilà. Ouais, et puis même en premier mi-temps, tu vois que les passes qu'il fait. Bon, il y a un but de Nouama, bon, il est hors jeu, ok, mais ça vient de Cherki. Donc encore une fois, Cherki fait un match intéressant. Voilà, après, il n'y a pas non plus des. Mais pour moi, il n'y a aucun Lyonnais qui a fait vraiment une prestation catastrophique. Mais il n'y en a aucun qui a fait non plus une prestation exceptionnelle, tu vois. Par contre, il y a Mhm. des Non, ça prestations c'est. moins bonnes, tu vois, notamment le secteur défensif. Et Tessman, moi, Bah, je le trouve quand même pas. C'est le début de saison, on va voir, il sera là l'an prochain, donc on verra bien, mais je sais pas s'il a sincèrement le niveau. Il l'aura peut-être, mais sincèrement, je le trouve quand même très mou. Je le trouve même dans ses frappes, il est gentil, mais c'est des frappes gentillets, quoi. C'est des frappes. Il peut pas allumer un pétard, tu vois, un truc comme ça. Alors il va progresser, bien évidemment. Mais tu vois, si c'est lui, entre guillemets, qui est amené à remplacer Matic, bah, faudra se poser des questions parce que je pense qu'on perd au change, même s'il lui faut encore du temps. Mais bon, je sais pas, je le trouve un peu mou. En fait, je sais pas s'il est fait pour vraiment ce niveau-là, quoi. Quand il y a vraiment une intensité, comme a mis Strasbourg, surtout au milieu de terrain, et si on va aller en Ligue des Champions, il y aura une intensité comme ça. Même en Ligue Europa, hein, tu vas voir Copenhagen United, même si au milieu ils sont un peu défaillants, il y a quand même des gros joueurs. Donc je sais pas si ce sera vraiment, enfin c'est lui qui pourra être titulaire. Après on verra bien, hein, voilà. Et puis Verretou, Ouais. ouais, match en demi-teinte quoi. C'est Mhm. plus le côté. C'est plus le côté. À Lyon, c'est plus le côté Niakate, Abner et Tessman qui a pêché. Parce qu'en face, en deuxième mi-temps, t'avais comme de ce côté-là, t'avais comme Santos et Bakwa. Bakwa, les trois, il les a retournés. Tout est parti un petit peu du côté Niakate, Abner et Tessman. Donc, Niakate, nous on l'a dit plusieurs fois et on n'est pas les seuls, mais bon, son prix du transfert est exorbitant, mais c'est notre point faible, hein, parce que c'est-à-dire que Mata, ce sera jamais un crack, mais c'est un joueur fiable. C'est comme Taliafico, quoi. C'est un mec là, tu peux compter dessus, tu peux aller à la guerre avec eux. Niakate, bon, bah, c'est mieux que Chalet Tachar et Omari, même s'il joue jamais. Mais en tout cas, Mata, mais tu le vois en premier temps, Mata, franchement, il était pas trop, mais le peu d'occasions de Strasbourg, le peu de ballons, c'est lui qui a fait. Hein. Et Mega, voilà. Après, Mega, physiquement, il a été fort aussi.
Mais Mata a tenu un peu plus la baraque. Après, c'est toujours pareil. Mata et Niakate, et ben voilà, c'est deux joueurs qui venaient de sélection. Mata Mhm. avec l'Angola, Niakate avec le Sénégal. Donc c'est pas facile. Du côté de Strasbourg, j'ai perdu ma voix. Je vais laisser Eric me dire les joueurs qu'il a préférés. Je ne sais pas si tu as encore la compo sous les yeux pour te rappeler un peu les performances des joueurs, mais tu m'as cité Bakwa. En Bakwa, pour moi, c'était l'homme du match. Franchement, Bakwa, c'était l'homme du match. Et il était vraiment, en deuxième mi-temps, il a vraiment déstabilisé la défense lyonnaise par son pressing haut, par ses dribbles constants. Emega, tu lui mets un ballon en profondeur avec sa puissance, avec sa force. Son but, c'est vraiment ça. Il a été lancé en profondeur par Barkov. Et voilà, avec sa vitesse, avec sa force. Et il avait du caractère hein, dans ce match-là, le Emega. Oh là là, il aime bien aussi les provocations, que ce Il est soit très, sur, il est- que ce soit sur la réponse au contact physique de Mata qu'il n'a pas apprécié, que ce soit sur les célébrations qu'il fait. On dirait qu'il a une forme un petit peu il est très provocateur. un peu Il est très narcissique, ouais, provocateur. provocateur. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est sa personnalité, il est comme ça. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui est très provocateur, qui aime beaucoup chambrer. Et voilà, il joue beaucoup sur ça, parce qu'il reste dans les limites, mais il joue beaucoup sur ça pour déstabiliser l'adversaire. Et tu Hmm. vois qu'effectivement, ça marche. Après, tu as effectivement Barco. Alors, Barco, franchement, ça, c'est la belle surprise. C'est l'Argentin qui est venu au Mercato cet hiver. Hmm. Le gars, il a 20 ans, une sélection en équipe A Argentine. Et franchement, ce mec, il te délivre des passes D, mais tu dis, putain, mais comment il te les sort? Ouais. Voilà. Après, t'as Santos. Santos, comme je t'ai dit avant, effectivement, Hmm. lui, il va repartir à Chelsea fin de saison. Parce que lui, franchement, hier soir, il était capitaine. Donc, ça veut tout dire. Et c'est vraiment le maître à jouer de l'équipe. Ouais. Du Après, caractère aussi, c'est chez ce joueur, du leadership. ben voilà, tu vois, et il sait se démarquer. Je pense que tu l'as vu sur le but, sur son but. Effectivement, il arrive facilement à se démarquer. Il est pas grand, mais il arrive à marquer régulièrement des buts sur corner. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le corner était très bien tiré, mais après, effectivement, il a réussi voilà, il arrive à se démarquer, à trouver le bon positionnement. Et voilà, donc ça, je pense que dans le futur, Santos, ça peut être un grand joueur de Chelsea. Et je lui souhaite voir un grand joueur de l'équipe brésilienne. Hmm. En plus, le Brésil qui en a besoin, hein, parce que ses performances aussi, les performances du Brésil en sélection, c'est pas fou en ce moment. On dirait qu'il compte vraiment uniquement sur un retour de Neymar pour porter le Brésil. Et c'est vraiment pas bon. Vinicius, il est un peu en dessous par Ils ont pris rapport au quoi, Real 4-1? Madrid. Ils ont pris 4-1 contre l'Argentine cette semaine de mémoire, non? Ouais, C'est ça, 4-1, hein? ouais, 4 Oui, buts c'est à ça. 1, une défaite, une victoire largement méritée pour les Argentins. Thiago Almada, il me semble qu'il a marqué un joli but ou c'était le match d'avant? Non, c'était le match d'avant. C'était le match d'avant. Il a fait une passe décisive alors. Ouais, sûrement. Oui. Il y avait Tagliafico et Almada qui jouaient de toute façon. Ouais, Tagliafico a fait une passe décisive, il me semble. Moi, je vais dire individuellement, là, en vitesse, du côté de Strasbourg, je mettrais. Je l'ai trouvé bon, le gardien de Strasbourg, Petrovic. Je mettrais Diego Moreira, qui, bien entendu, dès qu'un joueur affronte l'Olympique lyonnais et qu'il a déjà joué dans ce club-là, tous les joueurs sont généralement bons face à leur ancien club, surtout quand il s'agit de l'OL. On a Nanasi. Nanasi, j'aime beaucoup. Je sais pas Ouais, réellement quoi penser parce que parfois il a des coups de mou, mais quand il réalise Je des l'ai bons trouvé. matchs, qu'est-ce qu'il est fort celui-là. Mais voilà, mais hier soir, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, le Nanasi. Ah ouais? Greg aussi? Ouais, je l'ai trouvé un peu en dessous. Greg, toi aussi? alors j'arrive. Ah, pardon, Je excuse-moi. l'ai trouvé en dessous. Alors déjà, il avait fait un. Moi, je l'avais découvert, hein, voilà. Mais je l'ai trouvé en dessous, surtout parce que je trouve que Maitland Niles l'a vraiment éteint, quoi, surtout en première mi-temps. On est d'accord, ouais, c'est ça. Après, je me souviens, enfin, je suis pas tous les matchs de Strasbourg, mais je vois qu'il marque un peu moins qu'avant, il fait moins de passes d'ess. C'est un peu Bako, j'ai l'impression qu'il a pris le rôle. Alors qu'en première mi-temps, en première partie de saison, il s'était quand même révélé, personne ne le connaissait, et il mettait pas mal de buts.
Donc je pense que c'est un jeune joueur, c'est toujours pareil, il lui faut le temps d'adaptation, il lui faut un peu comme Emega. Emega maintenant il est bon, mais il y a eu un moment où il a un peu, je crois, il a un peu pédalé dans la semoule et ainsi de suite, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais, même Messi, il a quoi? Il a 22 ans. Après, effectivement, ce qu'il a bien fait hier soir, j'ai bien aimé son coup franc. Son coup franc à la 51e minute, mais très bel arrêt de Perry. Hmm. Après, comme dit, voilà, le coup franc, c'était le premier tir cadré de Strasbourg, donc 51e minute. Et après, bon, Strasbourg a enquillé 5 tirs cadrés, 4 buts. Je suis un peu surpris d'ailleurs que Lucas Perry sorte ce ballon-là parce que il était vachement bien appuyé, hein, ce coup franc. Moi, je la voyais dedans. Donc, c'est pour ça que Hmm. moi, voilà, c'est vrai que Perry, pour moi, il a quand même fait un match correct. Comme je disais, effectivement, les buts qu'il s'est pris, c'est pour moi plus la faute à la défense. Parce que voilà, avec Perry, Hmm. vous avez vraiment un gardien solide, Et dans fiable, les airs, il a efficace. été impérial aussi. Il est souvent sorti sur les centres et sur les corners. Voilà, il a pas peur d'y aller. Moi, franchement, moi, je trouve que Lyon, avec Perry, c'est un gardien qui peut durer longtemps pour Lyon. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur quoi je voulais revenir? On en a parlé de lui, André Santos, excellent, excellent joueur. D'ailleurs, il était pas loin de mettre un doublé, hein, il me semble, le capitaine. Au niveau du coaching, donc Liam Rossignol, ça fait depuis le début de la saison qu'il a mis des choses en place et tout se passe bien. Il arrive un peu à mettre son jeu en place. On le sait qu'en début de saison, en fait, ça a été très bon. Puis après, il y a eu un gros coup de mou. Il y a eu quelques résultats, beaucoup de résultats d'ailleurs qui sont enchaînés, qui étaient décevants du côté strasbourgeois. Et là, on voit bien que tout ce qu'il a mis en place, Liam Rossignol, justement, ça prend forme. Est-ce que tu arrives un petit peu, Eric, à décrire le jeu proposé par Liam Rossignol? Mais en gros, le jeu, c'est tout le monde attaque, tout le monde défend. Voilà, c'est vraiment tout le monde tire tout le monde tire dans le même sens. Mhm. Et il arrive, je pense qu'il a quand même une capacité à s'adapter à l'adversaire. Et je pense que c'est Mhm. un peu son point fort. C'est voilà, il arrive à s'adapter à l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé hier. En première mi-temps, effectivement, on voyait que le milieu lyonnais pressait très haut les Strasbourgeois, ce qui empêchait effectivement à Strasbourg de sauter les lignes. Effectivement, il a modifié tout ça en seconde mi-temps. Et voilà, je pense que son point fort, c'est effectivement sa capacité à s'adapter à l'adversaire. Hmm. On a vu Jorge Maciel, hein, qui s'est exprimé après le match et c'est notamment un des adjoints de Paulo Fonseca, Eric, je ne sais pas si tu le sais. Je sais que sur les caméras l'ont pas beaucoup suivi. D'ailleurs, les caméras de DAZN, là, sur ce match-là, il y a eu quelques soucis, hein, pour filmer certaines situations dans le match. Le coup d'envoi, là, on avait une vision un petit peu bord de pelouse comme ça. On a eu à un moment donné des situations de contre-attaque, la caméra était toujours sur les ralentis. Vraiment, ils sont pas bons du tout encore au niveau des caméras d'Azone. Greg, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ouais, bah après, c'est un peu un détail, tu vois, j'ai pas Ah. trop marqué. Parce qu'il y a Après, bon, eu quelques soucis, notamment sur d'autres matchs. Où on a pointé un petit peu DAZN pour filmer les matchs. C'est pas non plus exceptionnel. Et il y a même des pénalties où apparemment ils tournent l'angle au moment de tirer. ouais, après sincèrement, c'est toujours pareil. Tu parles toujours des trains qui arrivent en retard, jamais ceux qui arrivent à l'heure, tu vois. Donc, moi, je suis un peu quand même dubitatif. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur truc du monde, mais bon, on est quand même bien content d'avoir un diffuseur pour notre Ligue 1 qui est pas donné, ça c'est sûr et certain. Et on n'en a pas beaucoup des offres de diffuseurs Hein. aussi pour. Et on n'en a pas beaucoup des offres de diffuseurs pour la Ligue 1. Ouais, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Mais au-delà de ça, ouais, enfin, ça m'a pas choqué, quoi. Voilà, déjà, je suis bien content. Moi, je trouve que c'est un peu mieux qu'avant déjà. Après, c'est pas dingue dingue, mais bon, Mm. voilà, il y a quand même des interviews, il y a des choses, il y a des trucs intéressants. Bon. Puis je trouve que Bein est un peu plus qualitatif, mais bon, ils ont plus d'expérience. Voilà, et puis. Mais pour le reste, ça m'a pas choqué autre mesure, quoi. Ah, c'est pas DAZN. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est vraiment que l'OL, et ça fait plusieurs saisons, n'y arrive pas à faire un match complet, quoi, ou rarement. Et ça m'embête un peu, quoi. C'est pas DAZN qui fait 45 bonnes 3 minutes
et qui derrière, je sais pas, l'âge, j'en sais rien. Et ça m'embête un peu parce que ce soit avec n'importe quel entraîneur, on n'y arrive pas. Ouais. Je sais pas pourquoi. Niveau Alors après, le ambiance. Ouais. ça peut marquer. Et puis c'est surtout qu'en plus, on n'a pas été solide parce que, à la limite, tu fais une première mi-temps où tu marques pas, ok, mais ne prends pas 4 buts sur tes temps faibles, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ça me gêne un peu, quoi. Niveau ambiance, Eric, dans ce match, le stade était en travaux. Qu'est-ce que ça a donné par la suite? J'ai pas suivi. Est-ce que les travaux étaient bien terminés? Est-ce que l'affluence était belle? Bah, écoute, la tribune qui est en travaux, elle est toujours en travaux, donc elle est fermée. Au niveau de Hmm. l'affluence, on a plus ou moins 20 000 spectateurs. Après, l'ambiance, elle est toujours, voilà, à Strasbourg, c'est Et la toujours une ambiance. capacité du stade de Strasbourg, c'est combien de la Méno? Écoute, là, sauf erreur de ma part, ça va monter à entre 28 et 30 000. J'ai plus le chiffre exact en tête, parce que là, il y a une des tribunes, effectivement, qui est en travaux. Voilà, donc là, avec la tribune en travaux, tu as une affluence de 20 000 spectateurs. Hmm. Après, voilà, une fois que la tribune sera ouverte, j'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais je pense qu'on va passer à pas loin de 30 000, hein. Hmm. Pas loin de 30 000. Donc après l'ambiance, franchement, elle est là. Je pense que à Strasbourg, c'est quand même l'une des plus grosses ambiances au niveau français. Ouais, Strasbourg, c'est la passion du Racing, elle est très présente hein, dans cette ville. Elle est très Euh, présente, le stade est constamment à guichet fermé. Donc comme dit actuellement, voilà, de mémoire, tu es à 26 000, le stade il fait 26 000. Le stade il fait 26 000. Maintenant ils vont la modifier, je crois qu'on va monter de mémoire à, si je dis pas de bêtises, à 30 000, hein. et les Après abonnements, voilà. c'est difficile de s'en procurer. Ah mais c'est impossible. Hmm. Actuellement c'est impossible. C'est les gens qui ont un abonnement, ils le gardent d'une année à l'autre. Donc un abonnement, franchement, même pour avoir une place, c'est impossible. Ouais. Euh, ouais, je voulais revenir aussi sur les propos. Là, j'en avais parlé vite fait tout à l'heure. Les propos de Jorge Maciel après ce match-là. Il a analysé le match. Il a dit notamment que c'est le manque d'efficacité, bien entendu, qui a fait que Strasbourg aussi a remporté ce match. Ils ont été aussi plus disciplinés jusqu'à la fin de match. Euh, voilà, depuis il a expliqué aussi qu'il y avait une raison liée au voyage, au décalage horaire. Je sais que Greg va pas aimer par rapport aux internationaux. Ça a pesé un petit peu sur la performance et puis il a également dit que voilà, va falloir se projeter sur le prochain match et le prochain match c'est face au LOSC. Donc voilà, quelque part on perd face à Strasbourg, mais après on va devoir encore affronter le LOSC qui est une très belle équipe également. Donc le LOSC, eux, par contre, il faudra faire attention parce que ils ont beaucoup de qualités offensives aussi. Même si pour le moment leur joueur phare, là, comment il s'appelle Eden Zegrova, justement, lui est forfait pour le match de ce week-end, mais peut-être pas pour le match face à l'OL. Bruno Genesio, notamment, en avait parlé un petit peu en conférence de presse. Mais ce qui est sûr, c'est que les Lillois, quand ils se déplaceront justement à Lyon, ils devront faire sans Ethan Mbappé, sans Thiago Santos et sans Samuel Umtiti. Mais Alexandro pourrait faire son retour hein, sur ce match-là, qui est aussi un très bon joueur. Mais lui, voilà, ça va être progressif aussi, hein. Il revient après 3 mois d'absence. Donc, va falloir du temps. Mais le fait d'affronter les Lillois juste après, c'est soit une possibilité quelque part de se racheter, soit ça pourrait nous mettre un peu la tête sous l'eau parce que 2 défaites consécutives, ce serait pas du tout la bienvenue pour aller chercher une place en Ligue des Champions. D'ailleurs, est-ce que Greg, tu crois encore à ce que l'OL, tu penses qu'il y a encore du temps justement pour qu'on puisse toucher ces places-là pour la Ligue des Champions? Bah, du temps, oui, forcément. Maintenant, bien sûr que j'y crois, oui, j'y crois. Voilà, on n'est pas loin, hein, mais bon, c'est sûr que déjà le match bon, bah, contre Strasbourg, bon, il est perdu, ok, ça fait un joker de grillé, mais derrière, maintenant, il faut faire un gros match contre le LOSC, qui est une équipe de Ligue des Champions, qui est une équipe aussi, parce que moi j'aime bien Fonseca pour le début, mais moi je vois que on a gagné les matchs qu'on devait gagner avec lui. C'est-à-dire les gros matchs, bon Marseille où il venait d'arriver, ok, mais Paris, on fait un bon match mais on perd, et là on perd.
Donc j'aimerais bien qu'on puisse gagner contre les équipes du top 5-6, quoi, tout simplement. Alors on a gagné à Nice, pardon, je suis mauvaise langue. Donc ça c'est bien, mais bon, c'est sûr que le LOSC, il faut les battre. Hein. On va voir ce qu'ils vont faire demain. On a la chance, comme j'ai dit, que Marseille arrive pas à avancer, donc c'est bien. Monaco joue contre Nice ce soir, donc logiquement, peut-être ils vont peut-être accrocher un nul, j'en sais rien, mais en tout cas, une des deux équipes va perdre des points quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que ce match est coup près, quoi. Après, derrière, c'est un match à Auxerre. On en parlera à ce moment-là, mais bon, ça aussi, c'est un match important. Mais c'est vrai que le match du LOSC, je crois qu'il faut gagner, tout simplement. Hmm. Les propos aussi très durs hein, de Clinton Mata après ce match-là. Il a dit on encaisse 2 réalisations coup sur coup, ce qui nous fait mal. On tente de réagir, mais on prend encore 2 buts supplémentaires. Nous n'avons pas d'excuses, nous devons assumer nos responsabilités. Voilà, Clinton Mata, quand il s'exprime, hein, que ce soit en conférence de presse ou au micro de DAZN, il est toujours très juste dans ses propos. Il ne se cherche pas d'excuses. Et voilà, ça correspond un peu au style de joueur que j'ai dit. Hein. C'est un joueur qui, pour moi, a parfaitement la capacité de porter le brassard de capitaine. Hein. Il porte ses couilles aussi pour s'exprimer, que ce soit après une défaite ou après les matchs. Sur le terrain, c'est également un leader. Là, malheureusement, il n'a pas fait le match de sa vie sur celui-ci. On le sait qu'il a joué aussi en sélection. Mais c'est rare de voir déjà Clinton Mata faire un mauvais match avec l'Olympique Lyonnais. C'est Euh, clair, ouais. c'est clair. Clinton, c'est. Mais comme j'ai dit, avec Tagliafico, pour moi, après Tagliafico, pour moi, c'est un cran au-dessus. Du moins, les champions du monde, tout ça. Mata, c'est pas jamais un crack, mais par contre, Mata, c'est un mec fiable, quoi. Tu l'as dans ton équipe, tu sais que tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Il va faire 2-3 mauvais matchs dans la saison, et ce sera jamais des matchs où il va passer totalement au travers déjà. Et par contre, pour le reste du temps, tu sais que le mec est fiable, tu sais que le mec va se battre sur tous les ballons, que tu lui mettes Lionel Messi en face de lui, ou je sais pas moi, ou un attaquant du stade de Reims, il aura toujours la même mentalité, quoi. Il va se battre quoi qu'il arrive. Après, il a Hmm. eu quelques. Mais bon, comme tout le monde, après, c'est toujours pareil. On l'a acheté à Bruges pour, je crois, 5 millions d'euros. Il est trentenaire. Voilà quoi. Donc, Hmm. Et c'est la ça première aussi, fois. Ouais. il est un joueur qu'on aime beaucoup au club. Ouais. C'est la première fois que l'Olympique Lyonnais a encaissé 4 buts hein, dans un match depuis l'ère Paulo Fonseca. Peut-être depuis même le début de la saison. Attends, je me pose la question. Non, il me semble que c'est sous l'ère Fonseca. Au niveau de l'arbitrage, sur ce match, est-ce que Eric, tu as trouvé ce match correct? Bon, pour moi, l'arbitre a été juste. Pour moi, il n'y a pas eu de fait marquant, il n'y a pas eu de grosses erreurs. Donc, moi, au niveau de l'arbitrage, j'ai rien à redire. Il était dans le match. Comme dit, voilà, c'était un match intense où il y avait de l'engagement, mais il a été juste, il a été équitable. Donc, au niveau de l'arbitrage, on a connu effectivement certains matchs pour Strasbourg, pour Lyon, ou même d'autres équipes où effectivement on avait des faits marquants effectivement qui étaient très limites. Mais là, moi, il n'y a rien il y a rien qui m'a choqué. Hmm. Moi aussi, je trouve que dans l'ensemble, c'était assez correct. Après, j'ai vu, il y a quelque chose qui me gêne et c'est normal parce que du moment que mon équipe de cœur est menée au score, c'est compliqué. Sur la deuxième mi-temps, il y a beaucoup de Strasbourgeois qui restaient au sol et parfois il y en a même 2 en même temps. Alors je me dis, oh là là, ils gagnent du temps, mais je pense que n'importe quelle équipe aurait sans doute fait pareil sur certaines situations. Mais il y a eu quelques exagérations. Il y a même à un moment donné un joueur strasbourgeois qui fait quelques roulades par terre et d'un seul coup il se lève, il presse un joueur tout vite à côté de lui. Et là je me suis dit, moi mais l'arbitre, réveille-toi, là tu peux quand même lui peut-être sortir une petite biscotte parce que c'était assez lunaire. Ouais, mais ça, comme dit, ça, tu le vois dans tous les matchs. Ça, effectivement, dans tous les joueurs, peu importe, à Strasbourg, que ce soit Lyon, que ce soit une autre équipe, voilà, ça fait partie du folklore, entre guillemets, du foot. Donc ça, tu le verras toujours. Et après, effectivement, je pense que les arbitres, ils ont quand même des consignes de laisser un petit peu glisser le truc, même si effectivement, pour moi, c'est pas du 100% fair play. Mais voilà, c'est un petit peu rentré maintenant dans les mœurs. Hmm. Après, moi, je trouve que Strasbourg, à côté du Havre, c'est des enfants de cœur. Quoi. Bon, le Havre, Ah c'était même oui. des destins. Quoi. Le Havre, franchement, c'était incroyable. Quoi. J'ai Hmm. jamais vu ça. Et là, l'arbitre, on en a parlé, mais il a fait un match dégueulasse. Mais franchement, le Havre, moi, j'ai jamais vu ça. À Strasbourg, à côté, c'est vraiment rien du tout. Quoi. Mais le Havre, il n'y avait pas une action sans que les mecs n'étaient pas au sol. Quoi. À part quand ils étaient menés ou comme par hasard, ils allaient mieux.
Mais franchement, c'était hallucinant, quoi. Donc, bon. Mais après, c'est toujours pareil. Strasbourg est une équipe qui joue le haut du tableau. Ils ont des jeunes joueurs, ils sont un peu malins, tu vois, mais ils perdent du temps au bon moment. Le Havre, c'était tout le temps, tu vois. Et le Havre, par exemple, c'est pas pour critiquer leur équipe, hein, parce que voilà, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, le Havre, voilà, tu sentais qu'ils avaient que ça comme arme, tu vois. Là, Strasbourg, tu sentais que c'était une arme de plus, tu vois. Mais Hmm. après c'est des jeunes joueurs. Barco, il est tout petit. Santos, Bakwa, c'est des petits gabarits, tu vois, donc ils savent tomber, ils savent aller au contact et ils savent faire comme ça. Mais bon, après, l'arbitre, ouais, était dans l'ensemble, il n'y a rien à redire, quoi. Ouais. Petit tour d'actualité en dehors de ce match, hein, donc côté OL pour les supporters lyonnais. Il y a 18 joueuses de l'OL féminin qui rejoindront leur sélection respective. Je trouve ça fou, donc je l'ai pris note. C'est énormément de joueurs, hein. Il y a Lindsay Hipp, Sarah Dabritz, Ellie Carpenter, Sophie Svava, Alice Sombat, Vicky Béchaud, Vanessa Gilles, Tarsiane, Melchi Dumornay, Ada Egerberg, Elma Juntila Neladj également. Et encore, je ne les ai pas tous dans la liste. Donc c'est énormément de joueurs et il me semble que l'entraîneur justement va devoir composer un match sans eux. La 19e journée de Première Ligue, hein, ce sera pour l'OL féminin, ce sera demain. Demain à 17h, donc il y a OL face au FC Fleury. Donc c'est une rencontre qui sera sur Canal+, pour ceux qui veulent voir le match. Et puis il y a également la date qui a été fixée, hein, pour l'OL féminin face à Arsenal, la demi-finale de la Ligue des Champions qui se jouera le 19 et 27 avril prochain. La première affiche, ça se passe à Londres. C'est le 19 avril à 13h30 en Angleterre. Et le match retour, c'est C'est quelle bien. heure le match? L'aller, Ouais. l'aller c'est à 13h30 le match, samedi 19 avril, 13h30. À 13h30, un match de Ouais, Ligue des Champions? ouais, Ah bon? Un samedi? Bah putain, c'est rare. Ok, ouais. bon. Ouais, étonnant. Étonnant. Ouais, ça montre que, après, je sais pas qui, je crois que c'est DAZN en plus qui est diffuseur officiel. Et je suis désolé, hein, samedi à 13h30 à la limite. Légèrement, t'as les matchs de première ligue en plus à cette heure-là. Ça montre que sincèrement, après, moi je veux pas être mauvaise langue, mais je suis pas sûr que c'est le meilleur moyen de vendre ta Ligue des Champions jouer samedi à 13h30 à Londres, hein. Ouais. On a également les U19 de l'OL, hein, qui ont joué hier et ils ont fait match nul face au PSG. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de U18, hein, et U17 qui ont joué face au Paris Saint-Germain là. Et ça a été une rencontre. C'était quoi comme match? Tu sais, Greg, c'était un match amical. C'était quoi qui? Les U19 de l'OL face au PSG. euh, 19. Ouais, il me semble que c'était un match amical. Ouais, je pense, parce qu'à mon avis, on n'est pas dans la même zone. Ouais. Mais Euh, après, il faudrait voir, hein, faut pas qu'on se trompe. Si on se trompe, pardon, mais je sais pas trop, mais ouais, ça doit être amical, je pense. Et puis des nouvelles aussi de Memphis Depay, l'ancien Lyonnais, qui dans la nuit de jeudi à vendredi a remporté la Campeonato Paulista avec le Corinthians. Donc lui, on sait, il est arrivé au club, c'était en septembre dernier au Brésil. Et justement, il a inscrit un peu ses statistiques. Il a marqué 2 buts et 5 passes décisives en 12 apparitions. On sait que le premier match, il me semble, c'était pas fameux, hein, de Memphis Depay. Là, il a terminé meilleur passeur du tournoi. Et on a eu notamment quelques chiffres, hein, qui ont été partagés par Globo eSport sur ses primes qu'il a pu toucher. Et grâce à ce trophée-là, il a touché 760 000 euros de primes. C'est à peu près le salaire de Eric Thoman, sur les 800 000 euros remportés par l'équipe. Donc c'est énorme. Et il a également eu une prime de 500 000 euros pour avoir joué 15 matchs avec les Corinthians. Donc ça, c'est pour faire remarquer les énormes primes que sont capables de lâcher ce club brésilien, hein. Tu as dit quoi, Eric? Non, mais je dis, c'est sans commentaire, franchement, quand tu vois le fric, bon, enfin, après, c'est pas nouveau, donc. Euh, et puis les Corinthians, eux, ils n'avaient pas remporté cette compétition depuis 2019. Bon, ça va, il y a pire, nous on est l'Olympique lyonnais, hein, il y a des trophées qu'on n'a pas remportés depuis bien plus longtemps. Et puis il a joué également, hein, Memphis Depay, en Ligue des Nations face à l'Espagne, et il a marqué. Donc ça c'est les nouvelles sur lui parce que je sais qu'il est très apprécié par le public lyonnais. On a également des nouvelles aussi de Jérôme Boateng.
Jérôme Boateng, est-ce que tu avais des nouvelles, Greg, toi, par rapport à Ben, l'enquête? bah, j'ai vu qu'il a été relaxé, il me semble, parce qu'il avait été, pendant Ouais, qu'il était à l'OL, bah, il avait fait deux trois passages au tribunal oui. pour, je crois, agression, agression Sur sa petite conjugale. amie, ouais. Mon ex, je pense. Qui s'est suicidé d'ailleurs, hein. Oui, bah oui, je suis un peu bête, oui, bah forcément que c'est son ex. Oui, oui, bah ouais, donc voilà. Après, j'ai pas suivi trop le dossier, donc je vais pas dire Bah de ouais, bêtises. je Mais vais j'ai vu expliquer un qu'entre petit guillemets, peu, ouais. ouais, le tribunal de Munich l'aurait relaxé. Après, j'ai pas toutes les infos. Donc. C'est pas tout à fait ça, mais vu que tu l'as pas sous les yeux, tu en as peut-être parlé sur ton site, je ne sais pas. Non, j'en Euh, ai pas parlé parce que voilà. Mais bah, éclaire, éclaire-nous. Ouais, je vais faire ça. Alors, en fait, le parquet de Munich, lui, a abandonné les allégations, ça tu l'as dit, de violence vis-à-vis de sa petite amie, hein, Jérôme Boateng, au cas où si Eric ne le sait pas, il avait évolué du côté de l'Olympique lyonnais, mais pas si longtemps que ça. Tiens, mon écran s'est verrouillé, vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Oh, c'est fou, ok, il fonctionne verrouillé, tant mieux. Et puis Jérôme Boateng, il y avait un long procès contre lui. Il avait dû verser 1,2 million d'euros de dommages et intérêts. Le parquet avait notamment dû arrêter un peu le suivi parce qu'il manquait de preuves suffisantes pour établir la culpabilité du joueur. Et donc Jérôme Boateng, lui, il s'exprimait sur les réseaux sociaux, il a dit toutes mes déclarations étaient correctes et les allégations à mon égard fausses. Bien entendu, c'est sûr qu'il allait dire ça. Merci à tous ceux qui étaient à mes côtés et qui m'ont toujours soutenu malgré ce lourd préjudice. Cela représente beaucoup pour moi. Désormais, ma famille et moi pouvons aborder le futur de façon positive, ne jamais abandonner. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire-là, parce que quand on sait que quand il a signé à l'Olympique lyonnais, ça a fait scandale, notamment par rapport à cette affaire-là. Et aujourd'hui, Jérôme Boateng, hein, il évolue du côté de l'ASC. C'est quel championnat l'ASC? Parce que je connais l'équipe, mais je ne sais plus où c'est. En Autriche, En Autriche. c'est le Lask Linz. Ok. Donc voilà, ça c'était l'info également sur un ancien lyonnais. Et puis voilà, on a un petit peu fait le tour des points de vue. Moi j'aimerais te demander, comme deux, trois dernières questions, Eric, comment tu penses que la saison de l'Olympique lyonnais peut se terminer? Est-ce que tu la vois plutôt une issue positive ou par rapport aux concurrents, tu penses que ça va être très compliqué et qu'on peut même pas toucher l'Europe? Non, je pense que on aura une belle fin de championnat. Après Paris, on oublie, si on est devant. Mais après, effectivement, que ce soit Marseille qui a perdu aujourd'hui, que ce soit Monaco, Nice, que ce soit Lyon, que ce soit Strasbourg, Thalie et Lens qui sont pas loin. Je pense que pour moi, c'est une fin de saison indécise. Donc je pense que Lyon a encore toutes ses chances. Donc Ouais. je pense que voilà, on a, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une telle fin de championnat. Il reste quoi, je crois, 7 ou 8 journées. 7 ou 8 journées. Mhm. Je pense que entre la deuxième et la septième, huitième place, c'est très resserré. Tu perds un match, t'en perds deux, t'en gagnes deux, ça peut aller très vite. Donc je pense que c'est une fin de championnat qui sera très, très ouverte. Et voilà, moi je pense que Lyon a encore ses chances. Ouais. Petite question pour toi justement par rapport notamment à l'archi-domination du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu serais plus un peu comme le système dans le football féminin, c'est-à-dire un système de play-off avec les quatre meilleures équipes du championnat qui s'affrontent pour remporter le titre? Mais écoute, franchement, ça se fait. Voilà, je suis vraiment grand fan de rugby. Ça se fait déjà au rugby. Où Ouais. effectivement, ça arrive qu'en fin de saison régulière, ben, l'équipe qui arrivait première en fin de saison régulière, elle ne soit pas forcément championne de France. Donc, écoute, je te dirais pourquoi pas. Après, effectivement, ça serait un gros chamboulement, sachant qu'effectivement, ça fait maintenant une centaine d'années que ça se déroule comme ça. Mais voilà, je dis pourquoi pas. Mais si on faisait ça, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, il y aurait peu de chances qu'au final, ça ne soit pas Paris qui soit champion. Moi, je pense que en fait, ce système, oui, pourrait remettre en cause la place effectivement du Paris Saint-Germain, parce qu'on ne sait jamais hein, sur un ou deux matchs tout ce qui peut se passer. C'est toujours plus difficile pour le PSG sur quelques matchs, enfin sur deux trois matchs que sur toute une saison.
où c'est plus facile pour eux. Moi, je pense que face à l'archidomination du Paris Saint-Germain, ce serait un système qui pourrait revaloriser notre championnat. Je pense que c'est un système où on suivrait effectivement les matchs jusqu'à la fin de saison. Et puis, la seule crainte que j'ai, c'est que le Paris Saint-Germain, ils ont beaucoup d'acolytes, hein, notamment de présidents de Ligue 1, que ce soit la Ligue également, et que dans tous les cas, on n'est jamais ouvert à la discussion pour quoi que ce soit comme amélioration dans le championnat, parce que eux, ils ont les cartes en main, en tout cas, pour, à travers notamment la médiatisation, à travers le fait qu'ils jouent tout le temps la Ligue des Champions et qu'ils vont loin en Ligue des Champions. On a l'impression que eux ont droit à tout, à la parole, ils ont droit à la prise de décision un petit peu, ils arrivent à influer suffisamment pour qu'il n'y ait aucune décision qui soit prise, en tout cas contre le Paris Saint-Germain, notamment pourquoi pas pour des réformes. Toi, tu penses quoi, Greg? Est-ce que tu penses que justement le PSG pourrait de toute manière imposer un petit peu leurs lois, même dans le règlement? C'est déjà le cas, hein. De toute façon, on le sait. Suffit de voir la répartition des droits TV, tout simplement. Après, bon, Paris est plus fort, c'est comme ça. Voilà, c'est une équipe qui marche sur l'eau, c'est une équipe qui a un budget sensationnel. Mais après, voilà, on a vu aussi un autre problème, c'est surtout la répartition des salaires. On a vu que l'équipe a sorti une estimation des salaires et dans l'ensemble, c'est tout vrai, entre guillemets, enfin, ça se rapproche de la vérité. Quand tu vois les salaires que certains joueurs ont, notamment, je sais pas, à Montpellier ou à Angers, enfin, des clubs comme ça, bah, c'est là qu'il y a un souci. C'est là qu'il y a un souci. Après, certes, le PSG, ok. Mais bon, ils ont de l'argent, c'est comme ça, c'est l'argent du Qatar, c'est comme ça. Voilà. Ils représentent aussi la France en Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres places en Ligue des Champions, donc il n'y a pas que. Voilà. Après, l'histoire des barrages, enfin des barrages faire un peu comme la Belgique aussi. Je sais que la Belgique fait ça. Il y a dans certains championnats où ils font ça des playoffs. Faudrait y réfléchir. Je pense qu'il y aura des points pour, il y aura des points contre. Maintenant, après, je pense pas que sincèrement, je pense que ça changerait rien. Parce que là, tu vois bien, là, Paris était mené 1-0 par Saint-Étienne en première mi-temps. Enfin, ils ont égalisé à un partout en deuxième mi-temps, pas juste avant la mi-temps sur un penalty. Le match, ils l'ont gagné 6-1. Donc tu vois bien qu'en fait, Paris, alors c'est Saint-Étienne, c'est l'équipe qui joue le maintien, d'accord. Mais tu vois bien que Paris, en fait, bah, très clairement, sur le début de match, j'ai pas vu le match, hein, mais je me doute bien que était un peu ronronnant sur le début du match. Et puis après, bah, tu vois, ils ont accéléré, ils en ont mis 5. Donc voilà, aujourd'hui, il faut être très réaliste. Paris, Marseille, ils les mangent matin, midi, soir. Nous, ils nous mangent matin, midi, soir. Il faut être réaliste, même si on a fait un bon match contre eux, ok, mais ils nous mangent matin, midi, soir, surtout sur une double confrontation. Monaco, il résiste un petit peu plus, mais malgré tout, il n'y a pas photo. Voilà, je pense pas que ça changerait quelque chose pour le PSG. Après, oui, ça donnerait peut-être plus d'intérêt pour la Ligue 1, ouais, en termes pour regarder les matchs. Voilà. Mais après, ça, c'est un autre débat. Ouais. Dernière question d'un auditeur, Lyonnais69, qui nous pose la question. À Lyon, en 2000, il y avait des gros salaires aussi, il nous dit. J'ai un petit peu des doutes, il n'y avait pas du tout les salaires équivalents à aujourd'hui, il me semble. Du côté Non, Lyon, dans les années 2000. Moi, c'est pas vraiment, quand je dis répartition des salaires, c'est pas vraiment l'OL, parce que l'OL, c'est vrai qu'il a une dette colossale, voilà, on est d'accord, mais l'OL est un gros club, donc c'est normal, entre guillemets, qu'il y ait des gros salaires dans des gros clubs. Moi, c'est surtout mais voilà, par contre, il y a des salaires, je sais pas moi, mais un Omari, alors non, pas Omari, mais je sais pas, il y a des joueurs, par exemple, peut-être pas à l'OL, mais dans d'autres, tu vois, qui, par exemple, ont des salaires mirobolants. Par exemple, on se souvient de Marcelo, un ancien défenseur chez nous, qui avait un énorme salaire, qui jouait jamais, qui a été même mis en réserve. C'est ça, pour moi, c'est ça le problème en fait. Voilà, mais et quand tu compares les autres championnats, alors pas les trois, même l'Espagne à la limite, hein, sur certains clubs, hein, voilà. Mais tu vois qu'il y a un vrai problème, quoi. Tu vois qu'aux Pays-Bas, leur salaire, je suis désolé, mais le PSV ou le Feyenoord, aujourd'hui, pour moi, ça vaut, je sais pas, top 5 de Ligue 1, tu vois. Pas le PSG, bien évidemment. Mais l'OM, je suis désolé, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour moi, face au PSV, il y a match, largement. Et leurs salaires, ils sont bien moins élevés, tu vois. Donc je pense que c'est un problème aussi de ça. Mais après, ça, c'est une gestion de club, tu vois. Voilà.
Ouais, on m'a posé une question et c'est le dernier sujet rapidement. On a eu les résultats notamment financiers d'Eagle Football Group. Eagle Football Group a communiqué les résultats des 6 premiers mois de cette saison et il est clairement dans le rouge hein, avec moins 116,9 millions d'euros contre 60,6 millions d'euros 12 mois plus tôt. Il y a eu une augmentation, moi ce que j'ai retenu, hein, c'est qu'il y a eu une augmentation des produits d'activité. C'est grâce à la billetterie de la Ligue Europa et les droits TV, notamment liés à cette participation européenne-là. Et puis Eagle Football a expliqué l'incapacité justement à bien vendre. Durant le mercato hivernal, c'était lié notamment, c'est ce qui avait coûté la place à David Friot, pardon, le directeur sportif à ce moment-là. Et ce que je retiens principalement, c'est que l'endettement a diminué de 505,4 millions d'euros à 445,5 millions d'euros. Donc ça, c'est plutôt positif et il faut savoir que ce soit l'économie de salaire ou les ventes qu'il y a eu dernièrement du côté de l'Olympique lyonnais, ça ne fait pas partie en totalité sur le bilan là. On est d'accord, Greg? Après, c'est du technique, tu vois. Faudrait vraiment reprendre les comptes, les éplucher. Hmm. Après, non, non, tout n'est pas, Il y a beaucoup de tout n'est choses qui pas ne à sont pas à zéro, jour hein. là-dedans, hein. C'est-à-dire c'est les résultats pour 6 mois précédents, hein. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça sera un petit peu mieux, mais bon, faut pas non plus. Moi, je le dis tout le temps, hein, mais le truc, c'est que voilà, la situation, elle est critique. Hein, c'est pas pour faire peur au quoi, elle est critique. Et forcément, la Ligue des Champions est vitale, très clairement. Très clairement, la Ligue des Champions est vitale. Ouais, je pense que même si j'avais évoqué qu'une deuxième participation en Ligue Europa ne serait pas catastrophique, là on voit clairement la nécessité, mais je vois quand même quelques signaux positifs. Mais quand on regarde les résultats dans les détails, c'est vrai que je vois plus de rouge et plus de chiffres négatifs que positifs. Donc c'est assez inquiétant malgré le fait que je ne sois pas spécialisé dans ces bilans-là pour les lire et les comprendre parfaitement. Voilà, on aimerait des signaux positifs, notamment avant le prochain passage devant la DNCG qui est quand? Fin mai? J'ai pas les dates en tête, mais ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Hmm. Eric, dernière question là concernant le Racing Club de Strasbourg. Comment ça se passe un petit peu là niveau financièrement? Est-ce que quand vous avez un tel investisseur, vous avez un budget spécifique qui est mis en place, qu'il faut respecter? Est-ce que bien au contraire, il n'y a pas vraiment de limite devant la DNCG, vous pouvez investir sans craindre quelconque sanction? Non, je pense il y a des limites. On a quand même un président, le Marc Keller, qui est quand même très à cheval là-dessus. Il a quand même repris le club qui était très mal au point. Donc lui, voilà, c'est quelqu'un qui est très à cheval là-dessus. Effectivement, d'abord avoir été repris par Bluco, voilà, je sais que vu le président qu'on a, il sera quand même très vigilant là-dessus. Et voilà, ce ne sera pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. On restera voilà, vigilant pour pas effectivement sombrer. On a connu pas mal de clubs effectivement qui se sont dit c'est open bar. Ouais, on voit ceux qui sont devenus par la suite. Donc je sais qu'avec l'équipe dirigeante qu'on a, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de soucis à se faire. Ok. Ben, on arrive sur la fin du débat. Je remercie bien entendu en premièrement notre invité, Eric Thoman, Merci à toi. qui connaît bien mieux Strasbourg que ce que je pensais encore. Malgré le fait que tu habitais sur place, ça ne veut pas dire forcément que tu connais aussi bien le Racing Club de Strasbourg. Donc ça fait plaisir. Merci à Greg aussi d'avoir rejoint et participé à ce débat en tant qu'animateur aussi Peuple du Rhône. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Ferveur Lyonnaise, sur son média. Il est présent sur plusieurs réseaux sociaux également. N'hésitez pas à le follow. Et puis, vous allez retrouver l'intégralité également de ce Space Radio sur YouTube. Vous avez également la possibilité de voir des réels, c'est-à-dire de courts passages de ces vidéos-là. Sur X, sur Peuple du Rhône, sur X, sur Instagram, nous sommes également présents depuis tout récemment. Sur Facebook également, il y a aussi Peuple du Rhône que vous pouvez suivre. Donc n'hésitez pas, vous aurez également des passages vidéo qui sont assez intéressants. Voilà, merci beaucoup à tous. Est-ce que tu vas encore ajouter un mot, Greg? Non, c'est tout bon. Et Eric? Ben écoute, merci pour l'invitation et franchement, ce fut une première qui était vraiment fort appréciable. Merci beaucoup à toi, pour nous aussi, c'était un plaisir.
Allez, bon dimanche à tous. Ciao, ciao Merci les à vous, gars. bon dimanche à tous, bonne soirée. Ciao, ciao. 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 Ah, Axel, tu voulais encore monter vite fait? On va inviter Axel, on va voir s'il voulait monter. Ah, bah je le vois pas, il est plus là, je crois. Bon, allez les gars, également présents sur TikTok. La fin de soirée qui s'annonce. Bon dimanche à tous. À très vite, à demain soir 20h sur TikTok, hein. Donc là, il y aura la caméra, etc. N'en doutez pas. Bonne soirée, fin de transmission les gones.